Tout s'est refermé autour du Sahel, sans avertissement, comme un piège qui se resserre. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les départs forcés des forces françaises, les accords de renseignement et les points d'ancrage chez les voisins dessinent un encerclement en couches. Que peut réellement gagner Ibrahim Traoré si la pression franchit les frontières ? Un pari s'ouvre, tenir, négocier et transformer une rupture symbolique en souveraineté durable. Ce récit avance une promesse simple. Clarifier ce qui se joue derrière l'affrontement discret entre souveraineté proclamée et pression cumulée au Sahel. Il ne s'agit pas seulement de troupes qui partent ou de drapeaux qui changent. Il s'agit d'un enchevêtrement de choix économiques, de partenariats sécuritaires et de récits politiques concurrents qui redéfinissent, pas à pas, la marge de manœuvre des États concernés. Pour le public, l'enjeu est de lire le réel ici. Cette lecture aide à comprendre comment des décisions prises aujourd'hui peuvent remodeler l'équilibre régional, influencer la circulation des ressources et peser sur la stabilité à moyen terme. Elle permet aussi de distinguer les gestes symboliques des contraintes matérielles et de repérer les leviers moins visibles. Accès au financement, reconnaissance diplomatique, capacité à tenir dans le temps. Une question guide la suite. Quand la souveraineté devient coûteuse, quel indicateur révèle le vrai basculement ? En moins de 3 ans, 3 capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté pendant des décennies comme intangible. Ce basculement, porté par des autorités militaires, ne s'est pas limité à un retrait de troupes. Il a déclenché une recomposition simultanée des alliances, des flux économiques et des récits de légitimité. Le Mali d'abord, puis le Burkina Faso et enfin le Niger, après juillet 2023, notifient officiellement le départ des forces françaises. Ce geste transforme un retrait progressif en signal politique net. Pour les dirigeants concernés, le constat est chiffré mais implicite. Malgré des ressources considérables mobilisées sur plusieurs décennies, l'insécurité s'est étendue et la capacité des États à contrôler leur territoire est restée limitée. Ce décalage entre moyens engagés et effets observés devient l'argument central de la rupture. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des visages les plus visibles de cette séquence régionale. Son arrivée au pouvoir au Burkina Faso s'inscrit dans une dynamique où la sécurité est désormais présentée comme une responsabilité nationale non délégable. La logique est simple dans le discours. Si la promesse première de la présence étrangère était la protection, son échec perçu ouvre la voie à une alternative. Mais la réponse occidentale ne se limite pas à un départ. Autour du Sahel, un réseau discret se densifie. Accords de partage de renseignements, bases et centres de formation chez des États voisins, mécanismes de pression économique et diplomatique composent un encerclement fonctionnel. Il ne s'agit pas d'une invasion, mais d'une capacité à surveiller, contenir et peser sur les trajectoires pas loin politiques depuis l'extérieur des frontières. Cette configuration crée un paradoxe durable. Les États du Sahel gagnent une marge de manœuvre symbolique en expulsant des troupes, tout en faisant face à une pression multiforme qui dépasse leur territoire. C'est dans cet espace étroit que se joue l'expérience actuelle incarnée par Ibrahim Traoré. Affirmer une souveraineté visible, tout en absorbant des contraintes financières, sécuritaires et diplomatiques accrues. La question reste ouverte. Jusqu'où cette équation peut-elle tenir sans rupture interne ? Sur le terrain, cette recomposition géopolitique prend un visage concret, à travers un personnage guide. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros solitaire, mais comme un point de cristallisation d'attentes sociales accumulées. Jeune officier propulsé au sommet de l'État, il concentre à la fois l'espoir d'un changement de méthode et la crainte d'une dérive autoritaire. Cette ambivalence structure la réception de ses premières décisions. Les effets initiaux se manifestent d'abord dans la sphère sécuritaire. Réorganisation des forces armées, intensification du recrutement et mise en avant d'une logique de défense nationale marquent une rupture visible avec la dépendance aux opérations étrangères. Pour une partie de la population, ces signaux sont interprétés comme une reprise de contrôle, même si les résultats restent inégaux et fragiles. L'important n'est pas encore l'efficacité mesurée,
mais la perception d'un changement de chaîne de décision. Un second impact apparaît sur le terrain économique. L'annonce de révision de certains contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal visent à montrer que la rupture ne concerne pas seulement les uniformes, mais aussi la circulation de la richesse. Ces gestes demeurent limités dans leur portée immédiate, mais leur charge symbolique est forte. Ils indiquent que l'État entend peser davantage sur des secteurs longtemps dominés par des intermédiaires extérieurs. Cependant, ces signaux positifs s'accompagnent d'effets secondaires rapides. Restrictions financières, suspension de certaines aides et incertitudes diplomatiques compliquent la gestion quotidienne pour les autorités comme pour les acteurs économiques locaux. Le contraste devient central, affirmation politique renforcée, mais marge de manœuvre matérielle encore étroite. Ibrahim Traoré sert ainsi de repère narratif, non comme solution, mais comme révélateur d'une tension durable entre attentes populaires et contraintes structurelles. Au fond, une chose apparaît clairement, la souveraineté commence à se voir. Ok, mais son coût se fait sentir immédiatement. Au départ, tout s'active très vite. Entre 2022 et 2023, le Mali puis le Burkina Faso, avant le Niger, notifient officiellement aux forces françaises leur départ. Ces annonces ne sont pas improvisées, elles s'inscrivent dans une lecture commune selon laquelle la présence étrangère n'a ni contenu l'insécurité, ni amélioré durablement la stabilité interne. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans cette logique en affirmant que la sécurité ne peut être sous-traitée sans perte de souveraineté politique. La mise en œuvre est brutale, les bases fermes, les convois quittent pour les capitales et les symboles d'une coopération ancienne disparaissent presque du jour au lendemain. Cette rapidité produit un effet de rupture visible, au fait destiné autant aux partenaires extérieurs qu'aux opinions publiques locales. Pourtant, ce retrait ne signifie pas un désengagement occidental. Il marque un déplacement du centre de gravité stratégique. Puis, la tension monte. Paris et ses alliés renforcent leur partenariat sécuritaire avec les pays voisins du Sahel. Des centres de formation sont développés, le partage de renseignements est approfondi et des capacités d'intervention rapide sont maintenues depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. Le dispositif devient moins visible mais plus diffus. Il ne vise pas l'occupation, mais la surveillance et la capacité d'influence à distance. Parallèlement, les États sahéliens cherchent à combler le vide perçu. Regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, ils annoncent une coordination accrue de leur politique de défense et explorent activement des partenariats alternatifs. La Russie intervient par la formation et l'équipement, tandis que la Chine mise sur les infrastructures et la connectivité. Pour les autorités concernées, l'objectif est clair, démontrer que des options existent en dehors du cadre occidental traditionnel. Cette recomposition déclenche des répliques rapides. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables, ce qui freine leur reconnaissance diplomatique. Présentées comme techniques ou procédurales, semble que ces mesures pour le soutien produisent un effet cumulatif lourd sur des économies déjà fragiles. Ensuite, la résonance s'installe. À l'intérieur des pays concernés, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté liée à l'affirmation de l'indépendance politique. De l'autre, des difficultés matérielles accrues et une insécurité persistante. Chaque décision est scrutée à la fois comme un acte de résistance et comme un risque supplémentaire. Ibrahim Traoré et ses homologues doivent composer avec cette tension permanente. Ce moment révèle une dynamique clé. La rupture avec l'ordre ancien n'est ni instantanée ni indolore. Chaque gain symbolique entraîne des coups d'homme concrets. Et l'élan initial se heurte rapidement à la réalité des rapports de force régionaux et internationaux. La chaîne d'événements ne suit pas une ligne droite, mais une succession de chocs et de réajustements. La question centrale devient alors opérationnelle. À partir de quel point la pression cumulée dépasse-t-elle les bénéfices politiques de la rupture ? Avant les ruptures, la présence militaire étrangère était associée à des flux financiers importants, présentés comme un investissement massif dans la sécurité régionale. Après les départs, les autorités sahéliennes constatent que l'insécurité n'a pas disparu, mais elles soulignent
qu'elle ne s'était pas non plus résorbée sous l'ancien dispositif. On le voit d'abord dans la sécurité. Le modèle antérieur reposait sur des opérations antiterroristes internationales censées réduire durablement la violence. Or, malgré des années d'engagement et des ressources considérables mobilisées, les groupes armés se sont diffusés géographiquement et les zones hors contrôle se sont étendues. Le changement actuel n'est donc pas présenté comme une amélioration immédiate, mais comme un transfert de responsabilité. La logique avancée est la suivante. Reprendre le contrôle décisionnel permet d'aligner priorités locales et chaînes de commandement, même si les résultats restent lents et incomplets. On le voit aussi dans l'économie des ressources. Au Niger, l'uranium exporté depuis des décennies alimente des infrastructures énergétiques étrangères, tandis que le pays demeure parmi les plus pauvres du monde. Ce contraste sert de mesure implicite. Richesse extraite d'un côté, pauvreté persistante de l'autre. Au Burkina Faso, l'or artisanal, longtemps capté par des réseaux intermédiaires, devient un enjeu central de régulation étatique. L'objectif affiché n'est pas une hausse brutale des volumes, mais une modification progressive de la répartition des revenus afin que l'État capte une part plus visible de la valeur produite. Enfin, les alliances offrent un autre repère. Avant 2020, l'architecture sécuritaire sahélienne reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique est remplacée par une diversification. La Russie intervient par la formation et l'équipement, la Chine par les infrastructures et la connectivité. Cette évolution ne se mesure pas seulement en montant financier, mais en variété d'options disponibles. Pour les dirigeants sahéliens, multiplier les partenaires équivaut à réduire le risque politique global lié à une dépendance exclusive. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire avant-après. Avant, un système stable en apparence, mais jugé inefficace au regard de ses propres objectifs déclarés, après un ensemble de choix plus risqués, mais perçus comme cohérents avec une reprise de contrôle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré met en avant une logique assumée, accepter une phase de turbulence mesurable plutôt que prolonger un modèle coûteux dont les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Ces preuves restent partielles et parfois indirectes. Elles ne démontrent pas un succès immédiat, mais structurent un récit de justification. Le message central est constant, la souveraineté ne se juge pas uniquement à court terme, mais à la capacité de redéfinir les paramètres mêmes de la décision, même lorsque les chiffres immédiats demeurent sévères. La question demeure alors ouverte. Combien de temps cette lecture chiffrée peut-elle soutenir l'endurance politique face aux coûts visibles ? Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Selon cette lecture, rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblit immédiatement la capacité de lutte contre les groupes armés. Dans une région aux frontières poreuses et aux menaces transnationales, le départ de contingents disposant de moyens de renseignement et de projection créerait un vide opérationnel difficile à combler. Les forces locales, encore en montée en puissance, manqueraient de coordination, d'équipement et d'expérience pour compenser rapidement cette perte. Un second argument porte sur l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats qui fragilisent l'ensemble des États déjà vulnérables. À court terme, l'accès restreint aux financements internationaux et l'incertitude juridique pèse sur l'activité. À plus long terme, la diversification vers de nouveaux partenaires est jugée risquée. Les opposants estiment qu'elle pourrait remplacer une dépendance par une autre, sans garanties accrues de transparence ni de développement durable. Enfin, une critique politique traverse ces deux dimensions. La rhétorique de la souveraineté pourrait masquer des dérives autoritaires internes. Dans ce cadre, la rupture extérieure servirait de justification à un resserrement du pouvoir, alors même que les difficultés sociales et sécuritaires persistent. Le risque serait alors double, affaiblissement externe et fragilisation interne. La réponse des dirigeants sahéliens repose sur une contre-lecture structurée. Sur le plan sécuritaire, ils rappellent que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées.
Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un modèle jugé inefficace. Reprendre le contrôle direct signifie assumer le risque, mais aussi la responsabilité, ce qui modifie les incitations politiques à produire des résultats. Sur le plan économique, l'argument n'est pas que les nouveaux partenaires sont idéaux, mais qu'ils élargissent le champ des possibles. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central devient la capacité de négocier. Là, tant que les options étaient ou limitées, les termes restaient imposés. La diversification, même imparfaite, introduit une concurrence entre modèles et redonne un levier aux États concernés. Cette réponse n'élimine pas les dangers soulignés par les critiques. Elle explique toutefois pourquoi les autorités préfèrent un risque assumé à une dépendance prolongée. Le débat se déplace alors, moins sur la promesse d'un succès rapide que sur la capacité à tenir une trajectoire sous contrainte. Ce point marque un basculement dans la lecture de la crise sahélienne. Jusqu'ici, l'attention s'est portée sur les bases militaires, les retraits visibles et les nouvelles alliances. Or, au cœur du dispositif se déploie une contrainte plus diffuse, moins spectaculaire mais plus structurante. Les leviers économiques, au cas financier et narratif, prolongent le rapport de force bien au-delà du terrain sécuritaire. Les gels d'avoirs, la suspension d'aide et l'accès incertain aux mécanismes financiers internationaux fonctionnent comme une extension silencieuse du champ de bataille. Ils limitent la capacité des États à financer leurs priorités, à stabiliser leur budget et à maintenir des politiques publiques visibles. Cette pression teste l'endurance politique plus qu'elle ne cherche une victoire immédiate. Elle oblige les autorités à arbitrer en permanence entre affirmation symbolique et gestion matérielle. Pour Ibrahim Traoré, cette réalité redéfinit le sens même de la souveraineté. Il ne s'agit plus seulement de décider qui opère sur le territoire national, mais de savoir qui contrôle l'accès aux ressources, gai au crédit et à la légitimité internationale. La bataille se joue autant dans les ministères des Finances et les chancelleries que sur le terrain sécuritaire. Cette superposition de contraintes explique pourquoi la rupture avec l'ordre ancien ne produit pas d'apaisement rapide. Elle ouvre une phase de tension prolongée où chaque décision devient un test de cohérence. Le pari devient alors clair, transformer la pression externe en moteur de cohésion interne ou voir l'accumulation des coûts éroder progressivement la marge de manœuvre. Les effets de cette reconfiguration ne sont ni abstraits ni uniformes. Pour les États d'abord, l'affirmation de souveraineté se traduit par une reprise de l'initiative politique, mais aussi par une charge accrue. Les gouvernements doivent financer une part plus importante de la sécurité, gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. Cette autonomie décisionnelle renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré, tout en exposant l'appareil d'État à des contraintes budgétaires immédiates et à des arbitrages plus douloureux. Pour les entreprises, le paysage devient plus incertain. Les révisions de contrats miniers, la surveillance accrue de leur artisanal et les discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés perçoivent un risque juridique et financier accru. D'autres y voient une opportunité de renégociation dans un cadre plus clair. À court terme, l'investissement ralentit par manque de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenaires pourrait ouvrir de nouveaux circuits économiques, moins dépendants d'un seul pôle d'influence. Du côté des populations, l'impact est ambivalent. Une fierté liée à l'affirmation politique et un fatigue réel nourri par un discours qui valorise l'autonomie et la dignité nationale. Mais cette dimension symbolique coexiste avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée, dont les bénéfices sont différés alors que les coûts sont immédiats. Ibrahim Traoré doit composer avec cette attente sociale tendue. À l'échelle régionale enfin, les voisins observent avec attention. Certains renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales par prudence. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture. Le Sahel devient ainsi un point de référence, positif ou négatif, dans les calculs stratégiques africains. Ces conséquences dessinent un paysage en transition. La souveraineté proclamée ne produit pas un effet unique,
mais une série d'ajustements différenciés selon les acteurs. La question centrale devient alors comparative. Quel coût chaque groupe est-il prêt à accepter pour préserver une marge de décision à long terme ? Un scénario central repose sur une stabilisation sous tension. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique, coordonnent davantage leurs dispositifs de sécurité et absorbent progressivement les effets des pressions économiques. Les partenariats alternatifs assurent une continuité opérationnelle minimale, sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche, mais l'appareil d'État tient. Dans ce cadre, la souveraineté n'apporte pas de dividendes rapides, elle évite surtout un retour explicite à l'ordre ancien. Le pari est celui de l'endurance. Tenir assez longtemps pour normaliser une situation devenue la nouvelle référence. Un scénario plus optimiste suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale s'améliore, les chaînes d'approvisionnement intra-sahéliennes gagnent en fluidité et certains investissements ciblés produisent des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus miniers, allégeant la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative, en fait réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance pragmatique. La souveraineté cesse d'être défensive et devient progressivement fonctionnelle. Un scénario plus dégradé met en lumière les fragilités du projet. L'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Dans cette hypothèse, les autorités sont contraintes de renégocier depuis une position affaiblie, acceptant des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. La souveraineté survit dans le discours, mais recule dans la pratique. Or, ces scénarios ne sont pas des prédictions, ils servent de cadre de lecture pour gérer une trajectoire incertaine. Une recommandation de méthode s'impose, évaluer chaque décision non seulement à l'aune de ses gains immédiats, mais de sa capacité à préserver des options futures. La question devient stratégique. Quelle trajectoire maximise la marge de manœuvre sans épuiser l'endurance politique ? Pour le public, cette séquence sahélienne ne relève pas uniquement d'un débat lointain entre chancelleries, elle renvoie à des questions concrètes sur la manière dont des États fragiles tentent de reprendre la main face à des rapports de force hérités. Observer le Sahel, c'est observer un laboratoire où se testent des choix difficiles sous contrainte permanente, sans garantie de résultats rapides. Pour de nombreux observateurs africains, l'expérience menée par l'Alliance des États du Sahel fait écho à un sentiment largement partagé. L'indépendance politique proclamée n'a pas toujours produit l'autonomie économique et sécuritaire attendue. Voir des dirigeants assumer ouvertement cette contradiction crée un effet de reconnaissance, même lorsque les résultats restent incertains. La trajectoire d'Ibrahim Traoré est souvent lue à travers ce prisme, non comme une promesse de succès assuré, mais comme une tentative explicite de rompre avec une normalité jugée insatisfaisante. Pour d'autres publics, notamment en Europe, le dossier interroge la durabilité des stratégies passées. La stabilisation par la présence militaire extérieure, longtemps présentée comme une solution, apparaît ici comme un modèle contesté de l'intérieur. Cette remise en cause oblige à regarder autrement des politiques souvent évaluées à partir de leurs intentions, plutôt que de leurs effets mesurables sur le terrain. À un niveau plus personnel, cette situation invite chacun à réfléchir au coût du changement. Accepterait-on une période de contrainte accrue aujourd'hui pour modifier un équilibre jugé insatisfaisant à long terme ? Cette question dépasse le Sahel. Elle touche toute société confrontée au dilemme entre continuité imparfaite et rupture risquée. Le récit devient alors un miroir. Il ne demande pas d'adhésion, mais une lecture attentive des compromis à l'œuvre. La question qui s'impose aux spectateurs est simple, mais exigeante. Quels sacrifices sont acceptables pour préserver une capacité réelle de décision collective ?
À ce stade du parcours, quand la trajectoire sahélienne cesse d'être seulement un récit de rupture pour devenir une question d'exécution. Une feuille de route implicite se dessine, articulée autour de plusieurs étapes interdépendantes. D'abord, il y a la sécurité opérationnelle. Les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de manière coordonnée, avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive des zones hors contrôle, condition minimale de toute autre réforme. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne toutes les suivantes. Ensuite vient la maîtrise des ressources, renégocier les contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale visent à augmenter les recettes internes. Le calendrier est présenté comme graduel. Stabiliser d'abord les flux existants, ajuster ensuite les termes, puis investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. Le critère d'évaluation est simple dans le discours, une hausse mesurable de la valeur captée par l'État sans effondrement de l'activité. Puis, la diversification des partenariats devient décisive. Il ne s'agit pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Russie, Chine et acteurs régionaux offrent des options différentes. La clé réside dans une négociation sélective, projet par projet, afin d'éviter un nouvel enfermement stratégique. La réussite se mesure par la capacité à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens. Enfin, la légitimité interne devient essentielle. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Routes réparées, salaires versés, services de base rétablis servent de preuves tangibles. Ibrahim Traoré mise sur cette visibilité pour transformer la patience sociale en capital politique. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit cependant un chemin mesurable, où chaque étape peut être évaluée, ajustée ou corrigée avant que les coûts cumulés ne deviennent irréversibles. La question reste alors opérationnelle. Quels indicateurs permettront de juger, étape par étape, si la trajectoire reste tenable? Au fil du récit, un même motif revient, en discret mais constant. La ligne tracée puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les premières expulsions de troupes aux renégociations de contrats, aura jusqu'au discours appelant à l'endurance collective. Dans ce paysage incertain, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant militaire, mais comme le symbole d'un moment politique où le choix a été fait de ne plus reculer, même sans garantie de succès rapide. L'émotion ne vient pas d'un triomphe annoncé, elle naît de la tension entre espoir et coût, entre dignité revendiquée et contraintes assumées. Chaque décision pèse, chaque concession est scrutée, chaque succès partiel devient un argument pour tenir encore. La souveraineté dans ce cadre cesse d'être un slogan, elle devient une épreuve quotidienne faite de renoncements temporaires et de paris risqués. Pour Ibrahim Traoré, cette endurance est présentée comme une condition de crédibilité. Revenir en arrière serait reconnaître que la rupture n'était qu'un geste symbolique. Tenir, au contraire, signifie accepter l'incertitude présente pour préserver la possibilité d'un autre équilibre demain. C'est cette logique, plus que les annonces spectaculaires, qui soutient l'effort politique actuel. La phrase qui s'impose est simple et lourde de sens. La souveraineté n'est pas un instant, c'est une durée. Elle ne se mesure pas au premier choc, mais à la capacité de rester debout lorsque l'attention internationale se détourne. Le motif d'endurance referme ainsi le cycle, sans promesse facile, mais avec une cohérence nouvelle. À ce point du parcours, le Sahel n'apparaît plus comme une simple zone de crise, mais comme un espace où se teste une idée plus large, la possibilité de redéfinir des relations longtemps considérées comme figées. Ce qui s'y joue dépasse les frontières régionales. Cela interroge des schémas familiers de puissance, de dépendance et de légitimité, bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. L'expérience en cours n'offre ni modèle clé en main, ni certitude confortable. Elle invite plutôt à un suivi attentif, fondé sur des indicateurs concrets plutôt que sur des slogans. Sécurité effective, redistribution visible des ressources et capacité réelle de décision deviennent des repères plus fiables que les déclarations de principe. Observer ces signaux dans la durée permet de juger si la trajectoire portée par des dirigeants comme Ibrahim Traoré produit autre chose qu'un récit de résistance.
Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher immédiatement entre succès ou échec. Il est de comparer, de contextualiser et de questionner. Quels choix tiennent dans le temps? Quels coûts deviennent insoutenables? Quels ajustements signalent une adaptation plutôt qu'un recul? La suite reste ouverte. Elle dépendra moins de gestes spectaculaires que d'une accumulation de décisions souvent discrètes. Alors, selon vous, quels indicateurs méritent d'être suivis en priorité pour évaluer si cette trajectoire doit être poursuivie, corrigée ou profondément révisée?